La division Azul, ou division bleue en français, appelée également Légion bleue, est une unité bien connue de volontaires espagnols qui se sont enrôlés pour combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de choses ont été écrites et débattues sur ces hommes qui sont allés combattre sur le front russe. À commencer par la formation de la division, qui n'a pas été pleinement soutenue par la population ou bien par certains hauts dignitaires du gouvernement franquiste. Dans cette vidéo, nous aborderons le contexte dans lequel la division Azul a vu le jour, ainsi que son rôle précis en tant qu'unité combattante espagnole aux côtés de l'Allemagne nazie sur le front de l'Est. Bon visionnage. En juin 1941, les blessures laissées par la guerre civile sur une grande partie de la population sont encore à vif. De nombreux survivants n'hésitent pas à désigner l'URSS comme le principal responsable des maux de l'après-guerre. Selon eux, le communisme et les soviétiques, donc, sont les principaux responsables de la guerre, ce qui a fait naître un fort sentiment de revanche chez une partie de la population. Ainsi, lorsque Ramón Serrano Suñer, alors ministre et beau-frère de Franco, fait appel aux volontaires potentiels pour la division bleue le 24 juin de cette année-là, nombreux sont ceux qui se présentent et ce pour différentes raisons. Pour certains, le but est de combattre le communisme coupable de la guerre civile. Pour d'autres, en revanche, qui ont été associés à la République, c'est l'opportunité de brouiller les pistes ou bien de se promouvoir socialement et acquérir ainsi de meilleures conditions en termes de salaire et de rationnement. C'est aussi un moyen d'accéder à des postes administratifs devenus vacants et réservés aux ex-combattants ou aux personnes ayant collaboré avec les rebelles pendant la guerre. En outre, beaucoup y ont vu là l'occasion d'une échappatoire vers l'URSS, puisque les 45 500 hommes partis pour la Russie ont été recrutés non seulement dans les casernes, mais aussi dans les prisons. L'armée et la phalange espagnole sont deux des principaux piliers sur lesquels repose le régime de Franco. À noter que jusqu'en mai 1941, ces deux organisations partagent des sympathies germanophiles. L'armée loue ainsi le conservatisme et la tradition militariste du Troisième Reich, tandis que la phalange, quant à elle, est davantage proche du national-socialisme allemand. Cependant, il est bien connu que Serrano Suñer n'est pas particulièrement favorable aux dirigeants militaires de Franco. En outre, l'armée, en tant que vainqueur de la guerre civile, sait parfaitement qu'elle représente le principal soutien du régime franquiste et ne veut décidément pas perdre son pouvoir au détriment de la phalange. C'est en tout cas ce qui ressort des différents remaniements du gouvernement entre 1939 et 1940, au cours desquels la plupart des postes importants sont confiés à l'armée. Quoi qu'il en soit, ce n'est un secret pour personne que la plupart des généraux de l'armée, comme Juan Yagüe, Agustín Muñoz Grandes ou bien Emilio Esteban Infantes, sont germanophiles et voient dans l'imbattabilité des troupes allemandes une occasion de se rallier à leur cause dans la guerre et d'assurer une forme de continuité au régime. En revanche, d'autres officiers comme Alfredo Quindelán, Francisco Gómez Jordana Souza ou bien José Enrique Varela sont quant à eux très favorables à la tendance anglophile. Pour ces derniers, il n'y a que deux options possibles concernant la guerre. Préparer la défense de l'Espagne contre une éventuelle invasion allemande et ne pas provoquer le Führer avec leur opposition à l'entrée en guerre. À noter que la représentation allemande en Espagne est la plus importante dans un pays étranger puisqu'elle dispose de 500 collaborateurs travaillant en Espagne, de 180 représentants dans les différents consulats et de 134 agents secrets de contre-espionnage. En outre, de 1936 à 1945, 4 ambassadeurs se succèdent. Eberhard von Storer, ambassadeur de 1937 à 1943, qui contrairement à Joachim von Ribbentrop, restant favorable à la neutralité de l'Espagne, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être démis de ses fonctions. Il convient toutefois de noter que le système diplomatique allemand en Espagne, au milieu de l'année 1941, se trouve dans une position extrêmement privilégiée. En outre, il bénéficie de la faveur de secteurs germanophiles, des phalangistes aux hauts fonctionnaires du gouvernement de Franco qui ne cachent pas leur sympathie pour l'Allemagne. En ce sens, Serrano Suñer est donc celui qui travaille le plus pour la cause allemande, ce qui lui vaut de nombreux ennemis
car il est le principal lien politique entre l'Espagne et l'Allemagne. En tant que l'un des germanophiles les plus puissants du régime, il parvint aussi à mettre en place des relations solides avec Mussolini. Selon Ciano, le ministre italien des Affaires étrangères, Sugnères était un extrémiste dont la francophobie relevait presque de la pathologie. Ainsi, lorsque les nazis demanderont à Sugnères ce qu'ils doivent faire des 927 civils espagnols déportés d'Angoulême vers Mauthausen le 20 août 1940, s'agissant là de la première déportation opérée en France vers un camp d'extermination, ce dernier répondra à Hitler « Vous pouvez faire ce que vous voulez de ces rouges. La nouvelle patrie ne les considère pas comme étant espagnols. » À partir de 1940, en tant que ministre des Affaires étrangères, Sugnères se retrouve chargé d'organiser des événements dans tout le pays pour commémorer la participation de l'Allemagne à la guerre civile. En outre, les autorités allemandes s'intéressent particulièrement à la publicité dans la presse qu'elle réalise avec son accord, ainsi qu'à l'intrusion culturelle germanique en Espagne. C'est ainsi que s'ouvrent dans tout le pays des centres éducatifs où les jeunes reçoivent des cours de langue allemande. Pour l'Allemagne, la lutte contre l'Angleterre passe par deux opérations majeures. D'une part, l'invasion directe des îles britanniques par un débarquement massif de troupes qui est censé se faire par le biais de l'opération Lion de mer, opération qui sera retardée dans un premier temps avant d'être complètement abandonnée vers 1943. La seconde opération consiste, quant à elle, à s'emparer de Gibraltar afin de fermer la Méditerranée. Cela implique donc forcément une interaction directe avec l'Espagne, puisque le plan prévoit ni plus ni moins de prendre le rocher grâce à une invasion terrestre des troupes allemandes à partir du territoire espagnol dans le cadre de l'opération Félix. Les échecs de la Luftwaffe lors de la bataille d'Angleterre en septembre 1940 ayant mis un terme à la Blitzkrieg, le haut commandement allemand ordonne dès lors à sa flotte sous-marine de couler tout navire qui tente de ravitailler les îles britanniques. Il juge également nécessaire de fermer la Méditerranée aux Britanniques par le canal de Suez et le détroit de Gibraltar, raison pour laquelle le blocus de ce dernier nécessite l'entrée dans le conflit d'une Espagne qui jusqu'à présent tarde, aux yeux des Allemands, à s'engager dans le conflit. C'est dans ce but qu'est élaborée l'opération Félix que j'ai évoquée précédemment, une opération prévue pour le 10 janvier 1941. Auparavant, 5 rencontres diplomatiques hispano-allemandes importantes ont eu lieu, et ce dès l'année 1940. La rencontre à Hendaye entre Hitler et Franco le 23 octobre, les 3 rencontres entre Serrano Sugnères et le Führer entre le 17 et le 25 septembre, les 5 rencontres entre Sugnères et Ribbentrop entre le 16 septembre et le 19 novembre, la rencontre entre Serrano Sugnères et Eberhard von Storer le 25 septembre à Berlin, et enfin la rencontre entre Franco et Wilhelm Canaris le 7 décembre. Lors de cet entretien, Canaris indiquera même à Franco la date précise de l'invasion de Gibraltar, invasion qui n'aura finalement pas lieu du fait des demandes exagérées de Franco qui demandait la cession du Maroc français et de l'Oranais, des territoires appartenant au régime de Vichy et qu'Hitler se refusait à donner à l'Espagne, ne voulant pas mécontenter la France dont il pensait avoir besoin grâce à la collaboration. Goebbels rapporte même dans son journal qu'Hitler aurait dit à son retour en Allemagne « Je préférerais me faire enlever 3 dents plutôt que d'avoir une autre rencontre avec Franco ». Selon certaines sources, les demandes exorbitantes de Franco, donc peu acceptables par Hitler, furent délibérément proposées par le caudillo car elles visaient à éviter que l'Espagne n'entre en guerre. Quoi qu'il en soit, le refus de Franco entraîne de facto la suspension du plan Félix le 10 décembre. L'échec des négociations hispano-allemandes est donc la résultante de plusieurs facteurs. Le mauvais état de l'économie espagnole après la guerre, d'une part, mais également les exigences territoriales excessives de Franco en Afrique, ainsi que la conviction des autorités allemandes que Vichy offre davantage de garanties militaires au Maroc contre une éventuelle attaque britannique. Pour terminer, il faut signaler que depuis 1939, des personnalités comme Francisco Gómez Jordana et Juan Luis Begdeber, tous 2 ministres des Affaires étrangères, avaient conclu des accords économiques avec l'Angleterre et le Portugal, et ce afin de pouvoir approvisionner l'Espagne en céréales et en combustible. Ainsi, l'Espagne ne pouvait en aucun cas former des unités de troupes qui auraient dû combattre avec les Britanniques et leurs alliés européens.
En mai 1941, dans un contexte de tensions croissantes entre l'Allemagne et l'Espagne, une série d'événements entre l'armée et la phalange espagnole conduit au plus grand moment d'instabilité du gouvernement de Franco. Il en résulte un contrôle plus direct du parti unique par l'État et la perte décisive du pouvoir par Serrano Suñer. Cependant, le véritable bénéficiaire de cette situation, dans le cadre du conflit mondial, est tout simplement Franco. En outre, au cours de ces incidents, Miguel Primo de Rivera, un ancien dirigeant espagnol, est arrêté, tandis que le colonel Valentín Galarza Morante est placé à la tête du ministère de l'Intérieur, un poste que Serrano souhaitait depuis longtemps, afin de le combiner avec ceux des affaires étrangères, du parti et de la presse. Comme on pourrait s'y attendre dès son entrée au gouvernement, Galarza commence à réduire aussitôt le pouvoir et l'importance des phalangistes, en remplaçant notamment la garde phalangiste par la police. Il prend de plus une série de mesures contre les partisans de Ramón Serrano Suñer, comme la révocation du décret exemptant la presse phalangiste de la censure préalable. En outre, Franco confie des postes politiques au ministère de l'Intérieur à des hommes de confiance et entreprend une restructuration militaire sévère pour assurer son pouvoir au beau milieu de cette crise politique. Le mécontentement de la phalange à l'égard de nominations telles que celle de Galarza et Itourmendi se manifeste alors par la démission de fonctionnaires, dont 10 chefs provinciaux. Et ça n'est pas terminé, puisque la tension va s'accroître encore davantage lorsque la police va découvrir que des phalangistes radicaux rassemblent en secret des armes. La lutte entre Galarza et Serrano se poursuit ainsi avec Franco comme médiateur qui ne cesse de recourir à des manœuvres d'évitement pour justifier le contrôle de la presse par le ministère de l'Intérieur. Serrano Suñer continue quant à lui de perdre de nombreux appuis influents au profit de ses adversaires. Et pour cause, nombre de vieilles chemises, à savoir les anciens phalangistes, n'envisagent pas un instant de soutenir Serrano plutôt que Franco, et ce malgré les arrestations qui ont lieu, comme celle de Miguel Primo de Rivera. Les événements culminent alors le 13 mai lorsque Serrano laisse entrevoir sa démission à Franco, qui lui demande de revenir sur sa décision pour le bien de l'Espagne. Après une rencontre avec le Gaudio le lendemain, Serrano propose, pour calmer les ardeurs des phalangistes, la création d'un vice-secrétariat à l'éducation populaire qui dépendrait du parti et auquel l'Intérieur céderait le contrôle de la presse et de la propagande. Franco promet également de confier à des membres de la phalange les portefeuilles des finances, de l'agriculture et du travail. Cependant, Franco regrette rapidement ses décisions et révoque officiellement le sous-secrétaire et le délégué national à la presse et à la propagande, sachant que certains étaient déjà démissionnaires. Le 19 mai, Franco établit un équilibre temporaire entre l'armée et la phalange en confiant à José Luis Arrese, José Antonio Girón et Miguel Primo de Rivera les portefeuilles de secrétaire général du mouvement, du travail et de l'agriculture. Avec Arrese à la tête désormais de la phalange, Franco s'assure de contrôler le parti, Arrese étant plus un partisan de la phalange que de l'idéologie phalangiste. L'ambassadeur allemand Storer y voit un triomphe pour Serrano et le mouvement, car il pense qu'Arrese se soumettra à lui. Cependant, la nomination de José Moscardo, un autre militaire à la tête des milices phalangistes, ne fait que démontrer que Franco a bel et bien tiré profit de cette crise. À noter toutefois qu'il manque encore à Franco un organe important à contrôler, celui de la délégation nationale des syndicats, dirigée par Gerardo Salvador Merino, qui est lui clairement pro-allemand. Salvador Merino est alors démis de ses fonctions après avoir été reconnu coupable d'un délit d'appartenance à la franc-maçonnerie. Une condamnation qui permet à Franco de l'expulser de la phalange, mais aussi de restructurer le parti en le divisant en 4 vice-secrétariats et syndicats, et donc d'en prendre le contrôle grâce à la collaboration d'Arrese. Avec le départ de Salvador Merino de la phalange, toute possibilité de créer une Espagne syndicaliste disparaît et la réputation de Serrano s'en trouve gravement entachée. Cependant, l'invasion de l'URSS va donner un nouvel élan à ce dernier. Le 22 juin 1941, après quelques jours d'incertitude, 3 050 000 hommes, soit 42% des effectifs de la Wehrmacht, 18 divisions finlandaises et 12 divisions roumaines chargent les lignes russes sur un espace de 2400 km allant de l'océan Arctique à la mer Noire. L'objectif de la charge au nord-est est d'atteindre Leningrad. Au centre, le gros de l'armée allemande se lance quant à elle
avec l'intention de s'emparer de Moscou. Enfin au sud, les forces germano-roumaines ont en charge de prendre le contrôle de Rostov. Ribbentrop explique à Vladimir Dekhanovsov, l'ambassadeur russe en Allemagne, que la concentration des troupes soviétiques à la frontière occidentale de la Russie constitue une menace non seulement pour le Reich, mais aussi pour des pays comme la Finlande, la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie. L'Italie, la Croatie, la Bulgarie et la Slovaquie déclarent à leur tour la guerre à Moscou. En revanche, Churchill et les États-Unis sont prêts à aider l'URSS par tous les moyens, tandis que Madrid laisse entendre qu'elle pourrait entrer dans le conflit, tout comme la Hongrie, qui rompt toutes ses relations diplomatiques avec Moscou. La Turquie, quant à elle, reste neutre, tandis que le Japon et la Suède réunissent leurs conseils militaires et gouvernementaux pour discuter des mesures à prendre face à la situation. On ne sait pas aujourd'hui qui a suggéré l'idée de créer une unité militaire de volontaires phalangistes pour combattre en Union soviétique, au sein de la Wehrmacht. Cependant, il ne fait aucun doute que cette idée était présente dans les esprits des groupes de Ramon Serrano Suñer et de Dionisio Ridrueiro, avant même que l'invasion de l'URSS n'ait lieu. En tout état de cause, c'est à Serrano Suñer qu'il revient de la concrétiser et de prendre les mesures politiques et diplomatiques nécessaires pour la consolider. Le 22 juin, Storer informe donc Suñer du lancement de l'opération Barbarossa, l'opération visant à envahir l'Union soviétique. Celui-ci informe immédiatement Franco de l'événement et lui fait part de la volonté des phalangistes de ne pas rester en dehors du conflit. Franco déclarant aussitôt ne pas s'opposer à la proposition de Serrano d'envoyer des unités de volontaires en reconnaissance de la collaboration de l'Allemagne à la guerre civile. Cette nouvelle rapidement rendue publique suscite aussitôt une grande attente et une série de réactions en Espagne. La décision d'Hitler est saluée par la presse et un nombre considérable de personnes expriment déjà leur intention de rejoindre la cause anticommuniste. Les généraux de l'armée s'étant quant à eux opposés à la tentative de Serrano d'envoyer des unités militaires exclusivement par l'intermédiaire de la phalange, un conseil des ministres présidé par Franco se tient le 23 pour discuter de l'envoi de volontaires en Russie, au cours duquel des discussions notables ont lieu entre les phalangistes et les militaires. C'est justement après ces événements que la phalange commence à mobiliser leurs membres afin de lancer des manifestations en faveur de la création de la division bleue. Dans le même temps, les militaires également agissent de leur côté, considérant que le noyau de cette future division devait être effectivement composé principalement de phalangistes et de soldats, mais uniquement dirigés par des officiers de l'armée espagnole. L'esprit de revanche contre le communisme des anciens combattants de la guerre civile est encore présent, raison pour laquelle des milliers de jeunes Espagnols se mobilisent dans plusieurs capitales de province, exprimant leur ferme intention d'aller en Russie pour combattre l'ennemi soviétique. Dans l'après-midi du 24 juin, le Conseil des ministres se réunit à nouveau, conseil où Franco définit cette fois les orientations de ce qui deviendra la division bleue. La publication d'un manifeste pour encourager l'engagement volontaire est prévue, et on estime ainsi pouvoir recruter, dans les plus brefs délais, près de 50 000 hommes qui partiront pour l'URSS en chemise bleue, portant le drapeau de la phalange et les symboles du parti, mais vêtus d'un uniforme militaire. Les officiers et sous-officiers qui sont destinés à prendre la tête des opérations seront tous d'anciens combattants de la guerre civile. De même, l'armée de l'air propose 50 pilotes de bombardiers et de chasseurs-bombardiers, mais pas d'avions. Les réactions britanniques à la nouvelle de la formation d'une division militaire pour aider les Allemands sont rapides. Et tôt dans la matinée, le 26 juin, le Foreign Office informe le ministère des Finances que les livraisons d'essence à l'Espagne vont être interrompues. La nuit même, José Luis Arce, devant le grand nombre de demandes d'enrôlement que reçoit le parti, envoie la circulaire 124, rédigée par Ridrueiro, à tous les chefs de province, ordonnant l'ouverture de centres d'enrôlement volontaires dans tout le pays. Dans ces bannières de recrutement, les conditions d'enrôlement sont définies. Tout d'abord, il faut être phalangiste ou militaire et avoir entre 20 et 28 ans. En même temps, il faut passer un examen médical strict. 75% des places sont réservées aux anciens combattants et les 25 restants doivent présenter un document prouvant leur service achevé à la cause nationale ou être un ancien captif. À noter que tous les volontaires conserveront leur emploi et leurs familles recevront une compensation financière complète pendant leur séjour au front.
Enfin, les militaires ne disposent que de 48 heures pour s'engager, tandis que les phalangistes peuvent le faire jusqu'au 2 juillet. C'est ainsi que sur le papier, la division bleue voit enfin le jour le 26 juin. Le 27 juin au matin, le jour même où la Hongrie déclare officiellement la guerre à l'URSS, l'Espagne se réveille avec l'annonce dans la presse de la formation d'une division de volontaires phalangistes pour combattre en Russie, qui comprendra également des militaires. Le lendemain, le ministère de l'Armée annonce le recrutement de soldats uniquement. Entre-temps, Serrano informe le colonel Günther Krapp que le gouvernement enverra 15 000 hommes, l'équivalent d'une division allemande, probablement commandée par Agustín Muñoz Grandes. Par ailleurs, le ministre de l'Armée travaille déjà de son côté sur les modalités d'envoi des volontaires et sur une liste nominative de ces derniers qui doivent présenter des garanties aussi bien physiques qu'idéologiques. Conséquence, dans les quartiers généraux de la milice de Madrid, Cadix, Alicante et Valladolid, entre autres, on assiste à un afflux important de jeunes gens, pour la plupart des étudiants universitaires, qui s'empressent de s'enrôler, encouragés en partie par la nouvelle de l'avancée allemande sur le territoire soviétique. A noter que les soldats seront rémunérés par les armées allemandes et espagnoles, recevant en l'occurrence une solde équivalente à 7 pesetas et demi par jour, en plus de l'uniforme et de l'équipement fourni. Le même jour, Ribbentrop informe Storer que l'Allemagne cessera de faire pression sur l'Espagne pour l'obliger à entrer en guerre. De même, l'ambassade allemande voit d'un bon œil l'annonce de la nomination de Muñoz Grandes au poste de chef militaire du corps expéditionnaire, car il est considéré comme un phalangiste convaincu. Ainsi, la Luftwaffe accepte également l'introduction d'une escadrille de pilotes espagnols qui prend le nom d'escadrille bleue. Le nombre de pilotes et d'observateurs s'élève ainsi, dès les premiers jours, à 2100, dont 200 seront intégrés à l'armée de l'air allemande et seront les premiers à partir au front, tandis que les autres auront leur propre commandement et pourront agir avec un certain degré d'autonomie. Cependant, cela constitue en partie un handicap, car non content de réduire la force aérienne espagnole de 15%, cela est perçu à Londres comme un véritable renoncement espagnol à la défense du territoire national face à une éventuelle invasion allemande. Le recrutement s'achève le 2 juillet, le groupe phalangiste étant le plus important, même si quelques irrégularités sont constatées, comme la dissimulation de maladies, la falsification de l'âge ou la profusion d'autorisations paternelles pour contrecarrer le statut de mineur de leur enfant. Les futurs combattants sont aussi majoritairement issus des classes moyennes ou des sympathisants idéologiques du phalangisme. Également, de nombreux officiers s'inscrivent pour être promus, se présentant même comme simples soldats. Toutes les provinces n'ont pas le même niveau d'enrôlement et dans certaines, il est même particulièrement faible. C'est le cas du Pays Basque, de la Navarre ou bien de la Catalogne. De même, certains étrangers souhaitent également servir dans la division, comme d'anciens Russes tsaristes, des Portugais ou bien des Allemands vivant en Espagne. À noter que des cas d'enrôlement forcé dans l'armée ont tout de même été constatés. Jusqu'au 12 juillet, les volontaires du Sud sont cantonnés à Madrid et ceux du Nord à Valladolid. C'est là qu'ils reçoivent leur première instruction militaire et qu'apparaissent quelques altercations entre les volontaires phalangistes et ceux qui appartiennent à l'armée. Puis, vers le 15, ils partent enfin et commencent leur marche au-delà des frontières. Au même moment, les dernières nouvelles du front mentionnent que l'armée allemande rencontre des difficultés dans sa progression en raison de la forte résistance soviétique sur le front entre la Dvina et le Dniepr. Entre-temps, la structure de la division, basée sur celle utilisée par la Wehrmacht, et plus précisément sur ce que l'on appelle l'ancien modèle de la division d'infanterie allemande, est planifiée afin de faciliter l'adaptation au sein de la division. Ce corps reçoit officiellement le nom de division des volontaires espagnols, dont l'objectif est de collaborer avec l'armée allemande dans la croisade contre le communisme. À signaler que lors de ce premier recrutement, le nombre de volontaires s'élève à 18 946.
La division bleue arrive à Grafenwöhr dans un contexte où la ville de Minsk vient d'être prise par les Allemands, mais où la résistance soviétique commence à être farouche et où les manœuvres allemandes sont entravées par un temps pluvieux qui transforme le terrain en véritable bourbier. Néanmoins, l'avancée de la Wehrmacht vers Moscou et au nord vers Leningrad se poursuit alors que l'alliance entre l'URSS et la Grande-Bretagne se met en place. Cependant, les moyens destinés à la prise de Moscou sont étonnamment paralysés. Une raison à cela, le Führer, contre l'avis de ses généraux, a jugé bon de s'emparer d'abord de la province industrielle de Leningrad. Dans ces conditions, après que l'avancée allemande en Afrique ait également été stoppée, la lutte contre les soviétiques va prendre, à partir de septembre, une ampleur inédite. Leningrad assiégée et Moscou en ligne de mire, c'est la ville de Kiev qui est prise le 17 septembre. Au même moment, les Britanniques s'emparent de Téhéran, rendant difficile l'envoi de carburant aux Allemands et s'engagent, avec les Américains, à fournir à l'URSS des armements, des véhicules de guerre ainsi que des matières premières. Le lieu choisi par le haut commandement allemand pour l'entraînement des divisionnaires est constitué dans un village près de Nuremberg, Grafenwöhr. L'organisation du camp est placée sous le commandement du général de division Eberlein, qui opère depuis la commandanture. Les volontaires espagnols y arrivent du 17 au 23 juillet, après avoir reçu plusieurs cargaisons de matériel allemand nécessaires à leur formation, comme de l'armement, de l'équipement, ainsi que des uniformes. Le seul signe distinctif des soldats espagnols par rapport aux Allemands est au final un emblème en soie avec le drapeau national sur le bras droit. La division confirme son intégration dans la Wehrmacht en prêtant le 31 juillet le serment d'allégeance à Hitler lors d'une cérémonie, une autre ayant lieu le 3 août. Ainsi, après 2 semaines d'entraînement intensif, la division bleue est enfin considérée comme prête à combattre sur le front. Un front qu'elle atteint en 53 jours, soit 9 jours en train, 31 à marche forcée et 13 encore en train. Le 20 août, l'embarquement des hommes et du matériel de la division commence, en 166 expéditions échelonnées au rythme de 12 trains par jour. Le 29, ils quittent à pied Suwalski, dans l'extrême est de la Pologne, les hommes de la division devant parcourir plus de 900 km à pied jusqu'à Smolensk, près de Moscou, d'où ils partiront en train pour le front. En chemin, les hommes de la division doivent endurer des marches épuisantes de plus de 40 km par jour, où 11 d'entre eux perdent la vie, ainsi que près de 1000 chevaux, 77 véhicules, 3013 soldats, se retrouvant même inaptes au combat. La division est finalement positionnée sur un front entre la ville de Novgorod et celle de Leningrad, plus précisément dans la petite ville de Grigorovo, où elle arrive le 11 octobre, y restant pendant 10 mois. Pour l'heure, la division s'illustre dès ce mois d'octobre en occupant une tête de pont de l'autre côté de la Volkhov, avant de se replier mi-novembre après avoir repoussé de nombreux assauts soviétiques. Bien que les Espagnols souffrent du froid hivernal et des contre-attaques soviétiques, comme les autres soldats de l'Axe, ces derniers participent activement aux opérations permettant la libération de la poche de Demiansk, où 90 000 hommes étaient encerclés. Cependant, les effectifs diminuent à vue d'œil, les attaques soviétiques causant jusqu'à 20 morts par jour. Raison pour laquelle, le 14 décembre, les 18 000 Espagnols, arrivant en renfort pour relever les survivants, sont accueillis avec soulagement. En janvier 1943, c'est une partie de la division, environ 5600 hommes, qui est envoyée vers Krasnibor et sa forêt de pins. C'est sur cette route majeure entre Moscou et Leningrad que la division livre son combat le plus difficile, démontrant par là que sa devise « pas de relève possible jusqu'à l'extinction » n'a pas été choisie pour rien. Et pour cause, entre le 10 et le 13 février 1943, c'est aux abords de ce village que la division bleue va résister à une offensive soviétique majeure. Pendant 3 jours, les 5600 hommes vont ainsi résister au bombardement de l'aviation et de près de 1000 canons, puis aux assauts de 44 000 soldats appuyés par des mortiers et une centaine de chars. Près de 75% des Espagnols sont alors mis hors de combat, éliminant tout de même près de 11 000 soviétiques. L'offensive de l'armée rouge est même stoppée, le siège de Leningrad durant une année de plus.
un siège de Leningrad où la division bleue continuera de démontrer sa valeur face aux Russes. En mars 1943, la division repousse une nouvelle offensive ennemie, mais épuisée, elle est épaulée par l'arrivée de la 254e division d'infanterie avec qui elle partagera son front. Enfin, coup de théâtre, le 5 octobre 1943, la division reçoit l'ordre de se replier et de rentrer en Espagne. Les soldats arrivent au pays à partir de la fin d'octobre et le 17 novembre 1943, la division à Soule est au final dissoute pour de bon. Mais me direz-vous pourquoi un tel volte-face? Eh bien cela est dû en partie à Franco, qui dans son pragmatisme légendaire a bien compris la tournure que prenait la guerre en Europe. En effet, voyant que l'Allemagne n'allait plus pouvoir tenir longtemps face aux Alliés, il décide en conséquence de céder aux pressions américaines et britanniques, lui demandant d'arrêter son soutien envers l'Axe, pour tout simplement ne pas être considéré comme un ennemi. Malgré son retrait, cela n'empêchera pas l'Espagne de subir tout de même un isolement économique et diplomatique dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire qu'au total, ce sont tout de même près de 50 000 Espagnols qui ont servi dans cette division bleue. Une division à Soule qui a compté au final 3 934 tués, 8 466 blessés et 326 disparus. Près de 3 000 de ses membres ayant même reçu la croix de fer pour bravoure au combat. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton merci situé sur l'ensemble des vidéos. Également, vous pouvez devenir membre de la chaîne en cliquant sur l'icône rejoindre. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.